Souleymane Niang. D'abord, cette triste nouvelle pour la ville de Rufisque dont il fut le premier magistrat et le monde sportif. Badara Mama Yassine, ancien arbitre international et responsable des arbitres à la Confédération africaine de football, est décédé ce lundi. Je vous propose tout de suite d'entendre le témoignage de Malang Djedjou, arbitre international également, qui a été formé par Badara Mama Yassine. Un excellent ex-arbitre, un bon dirigeant. Le président Badara Mama Yassine a été pendant longtemps le président de la commission centrale des arbitres avant de passer le relais au président Amadou François Gueye qui nous a quittés il y a moins de 45 jours. Il a été aussi un membre et vice-président de la commission centrale des arbitres de la CAF pendant longtemps et membre de la commission des arbitres de la FIFA. Que Badara Mama Yassine savait où conduire ses arbitres, où amener ses arbitres. Il avait une vision pour l'avenir de l'arbitrage. Badara Mama Yassine était aussi un manager hors pair. J'en sais quelque chose pour avoir, lors d'un tournoi où j'avais eu à discuter sur une possible désignation, alors que j'étais blessé, les membres de la commission m'avaient proposé sur un match, mais Badara Sen est venu discuter avec moi pour me donner son avis avant de valider la discussion. Avec une blessure que je cachais d'ailleurs, j'ai pu lui dire que je ne préférais pas être sur ce match, ce qu'il a accepté. Badara Mama Yassine était aussi quelqu'un qui aimait le travail bien fait. Il était peu satisfait de ce qu'on faisait, même si nous on savait qu'on avait fait un excellent match. Il nous encourageait certes, mais ne se satisfaisait pas de ce qu'on faisait parce qu'il voulait qu'on excelle dans tous les domaines. Badara était aussi proche et social. Il a fait le déplacement jusqu'à Badiana pour m'accompagner lors du Sargal organisé par les populations de Badiana. C'est Badara Sen, aussitôt après ma décision d'arrêter ma carrière, il s'est présenté chez moi pour discuter d'arbitrage avec moi, pour discuter de l'ANAF, pour discuter de la commission centrale des arbitres avec moi. Il a servi l'arbitrage jusqu'à son dernier souffle. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le paradis et de lui pardonner tous ses péchés. D'autres témoignages lors de nos prochaines éditions. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Les litiges fonciers sont de plus en plus récurrents, tant à Dakar que dans les autres régions du Sénégal. Ils sont de plus en plus violents. Ce matin, un homme a été grièvement blessé lors d'affrontements entre des propriétaires dont les maisons avaient été démolies sur un terrain litigieux à Gadaye et des policiers qui voulaient empêcher leur regroupement sur le site en question. Sur place, le reportage de l'un de nos correspondants dans la banlieue dakaroise, Salif Sow. Tirs de gaz lacrymogène, les grévistes de la faim ripostent, répliquent par des jets de pierre. Puis un premier blessé signalé dans les rangs du collectif des victimes de Gadaye. À terre, le blessé grave demande aux propriétaires de maisons démolies de ne pas baisser les bras. Lui sera finalement évacué à l'hôpital. Le front continue et le combat va se poursuivre, promettent les autres victimes. Voici l'une d'elles. Le combat continue toujours. On n'arrêtera jamais jusqu'à ce que l'État nous envoie par le canal du président de la République. Nous discutons ensemble pour récupérer notre terrain. Parce que nous sommes tellement fatigués qu'on ne peut plus vivre comme ça. On est vraiment fatigués. Nous allons perdre notre vie ici jusqu'à ce qu'on récupère notre terrain. Maintenant, ils ont organisé, ils ont lancé des lacrymogènes. Ils ont blessé un de nôtres. Il leur a cassé la main. Plusieurs d'entre elles ont été finalement arrêtées par la police. L'affaire Gadaye remonte à 7 ans. Les 253 victimes et le promoteur Babacar Fall se disputent plus de 4 hectares. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Allons à présent dans le département de Linguère où un autre conflit relatif à la terre a failli mettre le feu aux poudres entre les communes de Thiamène et de Kambebiramba. Objet du litige, le site d'une ferme agricole. Initiateur du projet, le maire de Thiamène a finalement décidé de déplacer la ferme. Bayassane Diao. Le maire de la commune de Thiamène passe devant un parterre de documents administratifs, croit dur comme fer que les 15 hectares attribués à des promoteurs privés pour la réalisation d'une ferme agricole font bel et bien partie de sa circonscription communale. Moussa Ndiaye. En 1976, la communauté rurale de Kamb est créée par le décret que voici. C'est ce même décret qui crée la communauté rurale de Thiamène Pass.
pour chaque communauté rurale, il est clairement établi que les limites de ces communautés rurales-là sont les ressorts des villages qui composent ces mêmes communautés rurales. Dans ce décret, vous allez voir la communauté rurale de Kamb avec ses 64 villages. Vous n'y verrez pas Djeri Birane. Mais vu la posture adoptée par son collègue Biramba, maire de Kamb, qui va jusqu'à évoquer la mort d'homme, il décide tout bonnement de déplacer la ferme qui reste néanmoins dans le territoire du village de Djeri Birane. Le maire de Thiamène, ce qu'il dit, c'est que lui, à l'argument de la force, il préfère toujours opposer la force de l'argument. C'est une affaire de matière grise, de conciliation pour en arriver à des solutions heureuses. C'est pourquoi, ce que j'ai retenu, après consultation avec le chef du village de Djeri Birane, toutes les personnes qui me conseillent nuit et jour, j'ai pris la décision de faire bouger ce projet-là. Il ne quitte pas Djeri Birane. Le maire de Thiamène Pass, secrétaire général aussi du conseil départemental de Linguère, en appelle au sens des responsabilités et au respect des lois qui régissent le domaine foncier pour éviter de pareilles situations. RFM Linguère. Bye Hassan Diao. Et puis pour refermer ce chapitre, évoquons cet appel des enfants et petits-enfants de Diallo Pitch, appel à l'arbitrage du chef de l'État dans un autre conflit, cette fois-ci à Bambilor. Les détails avec Abdou Diouf Diagne. La famille de Diallo Pitch est plus que déterminée. Elle se barricade pour protéger l'empire foncier que leur avaient légué leur père et grand-père pour certains. Des hommes d'affaires sont accusés de vouloir leur priver de leurs terres. Seydina Kane Diallo. Prenons l'exemple de la SICAP. Il a déjà pris plus d'une vingtaine d'hectares dans nos sites. Toulal Immobilier, plus d'une vingtaine d'hectares. Omar Sy, plus d'une centaine d'hectares. ABB, Serta Dioum, les anciens combattants, tout cela ils sont dans nos sites. Et ces gens que je viens de citer, ils ont des titres fonciers, la plupart d'entre eux. Et comment se fait-il que tous ces gens ont des sites fonciers, sont nos héritages? Il y a certaines même de ces gens qu'on a cités ici, qu'ils essayaient de nous corrompre. Réunis à l'intérieur de ce vaste espace implanté de manguiers, situé dans la commune de Bambilor, la famille de Diallo Pitch réclame l'arbitrage du chef de l'État. Et on demande au président de la République de rectifier le tir. Il n'est jamais trop tard. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé le combat. Il y a de cela 5 ans, nous étions là. On a eu à rencontrer certaines autorités qui sont dans le domaine foncier, juste pour régulariser nos terres. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, rien n'a été acté. En ce moment-là, on prend des titres fonciers, on l'octroie à des affairistes véreux. Les membres de cette famille mettent en garde ce qu'ils qualifient d'hommes d'affaires véreux. Si toutefois ils essayent encore d'entrer sur nos terres, ce sera vraiment des choses irréparables qu'ils peuvent subir. A signaler que ce n'est pas la première fois que cette famille monte au créneau pour dénoncer l'accaparement de leurs terres situées à Bambilor. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Le commissaire divisionnaire de police à la retraite, Boubacar Sadio, est reconvoqué à la brigade des affaires générales de la division des investigations criminelles cet après-midi à 16h30. Selon un de ses avocats, Maître Khoureyssi Thiam, les délits de diffusion de fausses nouvelles et d'offense au chef de l'État ont été retenus contre le commissaire à la retraite. Il est interrogé, Maître Khoureyssi Ba, par Koumba Sandiane Faye. Qui a été interpellé hier à son domicile par les éléments de la DIC, qui a été interrogé jusque vers 23h passé minuit dans les locaux de la brigade des affaires générales. Les charges retenues sont axées autour du délit de diffusion de fausses nouvelles prévu et puni par l'article 255 du Code pénal, le délit d'offense au chef de l'État qui est prévu et puni par l'article 254 du même Code pénal, et enfin l'atteinte à la sûreté de l'État, délit de l'article 80, entre autres avec les actes et manœuvres, etc. Consécutif à la publication d'une contribution par M. le commissaire Sadio, adressée directement à M. le Président de la République. C'est une lettre ouverte en fait. C'est dire que depuis le 15 juin, cet article a été publié dans la presse papier et c'est également sorti dans la presse en ligne. En tout état de cause, il a été entendu. Il a assumé l'intégralité, l'entièreté et la totalité des propos contenus dans cette contribution. Il en a profité d'ailleurs pour dire qu'il assumait tout ce qu'il avait déjà écrit et dit sur les plateaux de radio et de télévision. Ça veut dire que donc il a facilité les choses aux enquêteurs. Quant au journaliste Cheikh Yérim Seck, il est convoqué à la section recherche de la gendarmerie de Colobane pour une nouvelle affaire. Son avocat, maître Mamadou Gueye Mbow, dit ignorer les raisons de cette convocation, mais il précise que son client va déférer à la convocation cet après-midi. Selon des informations relayées par certains quotidiens de la place, Cheikh Yérim Seck serait mêlé à une affaire de mœurs.
Venons-en maintenant à l'actualité sociale avec ces populations de Kumpentoum dans la région de Tambacounda qui étaient dans la rue ce matin pour réclamer de l'eau et le départ de la SOGES. Avec une population de plus de 20 000 habitants, Kumpentoum souffre d'un manque criard d'eau. Les 2 forages ne parviennent pas à étancher la soif de la population. S'y ajoute que le réseau d'adduction est vétuste. Reportage Moussa Oumar Gueye. Et reprendre le contrôle de gestion de l'eau dans la commune de Kumpentoum. Kumpentoum, les jeunes ont barré la route nationale, brûlé des pneus pour se faire entendre. Ils exigent de l'eau en abondance et réclament le départ de la SOGES, Société de gestion des eaux du Sénégal, qui a succédé aux AGIFOR, Association de gestion des forages. Aliou Traoré est le président du foyer des jeunes de Kumpentoum. Et on a épuisé toutes les voies de la diplomatie. On a fait beaucoup de marches, on a fait beaucoup de sittings, ça n'a abouti absolument à rien. C'est d'exploitation. La SOGES, lorsqu'elle est venue, c'est qu'elle avait dit aux populations. On a constaté qu'il y a un problème de réseau. Eux, ils vont changer le réseau pour ensuite nous fournir de l'eau. Mais malheureusement, cela n'a pas été fait. Et nos mamans, nos tantes, nos sœurs souffrent beaucoup. Si vous allez là-bas au forage, les charretiers sont là-bas de 5h du matin à 22h pour chercher un baril d'eau. Et le baril d'eau ici à Kumpentoum se vend à 500 francs. Nous allons nous en découdre avec ces gens-là. Les gens sont levés et ils veulent exiger de l'eau à Kumpentoum parce que nous en avons marre. Joint au téléphone, Gamou Fall, le responsable régional de la SOGES, tient à préciser que la réhabilitation du réseau d'adduction des eaux à Kumpentoum est du ressort de l'OFOR, l'Office des forages ruraux. Pour autant, d'importantes mesures ont été déjà prises pour faciliter l'accès à l'eau aux populations de la zone du Niani-Wouli. Moussa Oumar Gueye, Tambacounda, Radio Futur Média. À 12h14, venons-en maintenant à la situation de l'épidémie de Covid-19 ce lundi au Sénégal. Écoutons le docteur Aloïse Walidjouf lors du briefing de ce matin au ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 1040 tests réalisés, 82 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,9%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 65 cas contacts suivis par nos services, 4 cas importés à l'aéroport international Blaise Diagne et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Mariste 1 cas, Zone A 1 cas, Bop 1 cas, Yarah 1 cas, Ouest Foire 1 cas, Nord Foire 1 cas, Almadi 1 cas, Grand Mbao 1 cas, Kermassar 1 cas et enfin Kaolack 4 cas. 34 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 21 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. 2 nouveaux décès liés à la COVID-19 ont été enregistrés dans nos structures ce dimanche 21 juin 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. À ce jour, 5 970 cas ont été déclarés positifs, dont 3 953 guéris, 86 décédés et donc 1930 sous traitement. Et puis les patients asymptomatiques du coronavirus internés au centre de Guéréo se plaignent de leur prise en charge. Ils s'interrogent sur la fiabilité des tests effectués sur eux, de même que sur le traitement. Écoutons le témoignage de cette patiente au téléphone avec El Hadj Ndiougoudienne. Quand vous êtes sur Guéréo, que vous venez le premier jour, qu'on vous donne le traitement, après 5 jours de traitement, on vous fait le premier prélèvement pour voir si le traitement a commencé à faire effet. Et là, on voit que vous êtes négatif. Et 48 heures après, on vous refait un autre test pour confirmer le premier test. Et là, le test, il revient positif. Là, on ne comprend pas. Parce que normalement, quand on quitte chez soi pour venir dans un centre pour prendre un traitement, normalement, le premier prélèvement, s'il est positif, on peut comprendre parce qu'on dit que vous êtes malade. Ça, on peut comprendre. Mais le premier test, il revient négatif. Après, le deuxième test, il devient positif. Soit vous avez été infecté dans le centre, ou il y a quelque chose qui se passe avec les tests. Et je ne trouve pas ça logique. Il y a des personnes qui ont fait ici 40 jours, presque 1 mois, qui n'ont même plus de traitement. Et à chaque fois, on leur fait des 5, des 6 et des 7 tests pour leur dire que vous êtes toujours positif. Je ne trouve pas le sens de cela. On est des personnes responsables, on a des responsabilités en dehors de ça. On est obligé d'aller au travail et de gérer notre famille. On ne peut pas se permettre de rester dans un centre sans traitement et qu'on nous dise qu'on est toujours positif. Il faut qu'on nous donne une solution.
À propos du rapatriement des Sénégalais bloqués en Mauritanie, il va commencer ce rapatriement dans les plus brefs délais. C'est une annonce du secrétaire d'État aux Sénégalais de l'extérieur. Nos compatriotes au Maroc seront également rapatriés selon Moïse Sarr. Il est interrogé par El Hadj Ndiogou Diène. Le processus de rapatriement est en cours parce que le plan a été validé et consolidé. Et depuis quelques jours, nous avons vu que nos compatriotes qui étaient au Gabon, qui étaient effectivement au Cameroun, sont revenus. Nous avons aussi noté le rapatriement de nos compatriotes qui étaient au Bénin. Ils sont actuellement de retour également. Et même aujourd'hui aussi, il y a l'avion qui ira chercher certains de nos compatriotes en Côte d'Ivoire et au Ghana. Naturellement, pour la Mauritanie aussi, les discussions, je peux dire même, sont arrivées à leur terme. Et d'un commun accord, ce rapatriement se fera très prochainement, pour ne pas dire à tout moment. Donc, le chef de l'État a donné des instructions et au ministre Amadouba et également au ministre de l'Intérieur, qui s'est entretenu avec son homologue mauritanien. Et nous pouvons dire qu'il sera, c'est déjà en cours le processus, et nous voulons que ce soit un processus maîtrisé, un processus également progressif, à commencer d'abord par nos compatriotes qui sont à Rosso, avant de toucher assez rapidement les autres villes comme la capitale Nouakchott ou Nouadhibou, où nous avons noté également des compatriotes qui sont bloqués. En pensant également à ceux qui sont au Maroc, là aussi je pense qu'il y a déjà pour le 24 et le 24 déjà il y aura effectivement un vol, mais même pour ceux qui sont également à la frontière, nous sommes en train de négocier avec les autorités mauritaniennes mais également les autorités marocaines pour pouvoir leur permettre de revenir par la voie terrestre chez eux. L'épidémie de Covid-19, thème du jour, à point de vue tout à l'heure avec cette question, faut-il remettre en place les mesures de restriction comme le proposent certains médecins au regard de l'augmentation du nombre de cas et des cas de décès. Il est 12h19 pour refermer cette page de l'actualité nationale. Parlons de la rentrée des enseignants aujourd'hui en prélude à la reprise des cours dans les classes d'examen prévues le 25 juin prochain. À Ziguinchor, les enseignants ont bien repris le chemin des écoles ce matin. Du côté de l'administration, l'on s'affaire au nettoyage et autres réglages pour permettre une bonne tenue des enseignements jeudi prochain. Dans certaines écoles victimes d'inondations, les administrations s'organisent à l'interne pour utiliser les classes épargnées par les eaux. Ziguinchor, Lamine Ba. Il est 10h quand nous sommes arrivés ce matin à l'école élémentaire Moussa Bari, située au quartier Boucotte. Sur place, un groupe d'enseignants discute devant l'administration de l'école. Ici, 17 enseignants sur 18 se sont présentés, nous signant le directeur Kémo Maria. Oui, elle est effective. Vous en avez enregistré combien ? Bon, on a enregistré 17 sur 18. Dans la cour, des agents de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides procèdent au nettoyage et à la désinfection de l'école. C'est une idée du chef d'établissement. Même nettoyer, rendre les salles propres, ça on peut le faire. C'est ce qu'on est en train de faire. La cour aussi, on veut la rendre propre. Donc nous voulons vraiment avoir une école accueillante. Les enseignants ont le moral au beau fixe malgré la psychose installée par la reprise dans un contexte de forte augmentation des cas de Covid-19. Ibrahima Mansali, l'un d'eux. Oui, le moral est bon malgré vraiment cette situation que nous vivons. C'est vrai que ça ne manque pas du côté des élèves comme du côté des enseignants, mais même des parents. Il y a cette psychose qui est là. Dans cette école, toutes les dispositions sont prises pour faire respecter le protocole sanitaire contre la pandémie de Covid-19, explique le directeur Kémo Maria. On a 2 lave-mains, 18 gel, 16 madar, on a un thermoflash aussi, on a un seul thermoflash. Bon, c'est ça un peu l'inquiétude. Des mesures que les enseignants comptent faire respecter à la lettre. Nous, on l'appliquera. Autre école, autre décor, l'école élémentaire Alioune Badara Conté. Ici, la moitié des classes sont entourées par les eaux. La direction a décidé d'utiliser une seule partie des salles de classe. Raphaël Manga, le directeur. Les classes du fond ne seront pas utilisées, mais celles que vous voyez juste à l'entrée seront utilisées. Pour d'autres écoles, beaucoup plus affectées par le phénomène des inondations, l'inspection d'académie a trouvé des solutions alternatives pour ne pas rater la rentrée du 25 juin prochain. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. RFM. L'actualité internationale.
Pour l'actualité internationale, rebonjour Georges Déthié Diop. Rebonjour Souleymane. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé à nouveau devant la Cour pénale internationale ce lundi. Audience devant la chambre d'appel de la CPI. Elle examine la demande de la procureure Fatou Bensouda pour un procès en appel contre donc l'acquittement de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité prononcé fin janvier 2019 en faveur de l'ex-président ivoirien et de son ancien ministre de la Jeunesse. Nous avons joint à La Haye le porte-parole de la Cour pénale internationale, Fadi El Abdallah, sur le but de l'audience et les scénarios pour la suite du dossier. L'audience d'aujourd'hui devant la chambre d'appel concerne bien évidemment l'affaire à l'encontre de M. Laurent Gbagbo et de M. Charles Blé Goudé. Il s'agit en effet d'une audience d'appel concernant l'appel du procureur contre la décision qui avait acquitté M. Gbagbo et M. Charles Blé Goudé. Et donc, la chambre d'appel a reçu des écritures de la part des équipes du bureau du procureur, de la défense de M. Gbagbo et de la défense de M. Blé Goudé, ainsi que des victimes qui étaient autorisées à participer dans l'affaire. Et la chambre d'appel a souhaité donc avoir ces audiences qui vont se dérouler sur 3 jours pour obtenir plus de réponses et de discussions à l'oral avec les différents partis et participants concernant les questions soulevées par cet appel-là. Lorsqu'il y a un appel contre une décision d'acquittement, la chambre d'appel, après qu'elle aurait reçu les écritures et les observations orales, va rendre son jugement. Et son jugement peut soit confirmer, en tout ou une partie, la décision d'acquittement, soit l'annuler, le casser, et donc procéder à soit une nouvelle décision, soit un renvoi vers une chambre de première instance pour décider à nouveau. Fadi El Abdallah, porte-parole de la Cour pénale internationale, Souleymane. Au Burkina Faso, des élèves sous-officiers gendarmes radiés. Ils sont au total 93 à être frappés par la mesure. Ces élèves sous-officiers gendarmes étaient à leur 2e année de formation. Koumba Sandiane Faye. Les débuts de cette affaire remontent en fin d'année 2019. Au cours de leur formation, ces élèves sous-officiers gendarmes désertent long de leur site pendant un exercice de marche entrant dans le cadre de leur formation militaire. Leur groupe avait été victime d'un accident de la route. Un camion citerne s'était renversé sur la voie, tuant un stagiaire et blessant une vingtaine. Les rescapés avaient alors décidé de ne plus poursuivre l'exercice de marche au motif que cela était très dangereux et représentait de gros risques pour leur sécurité. Pendant que la formation se poursuivait, les enquêtes étaient en cours pour comprendre la situation et situer les responsabilités. Après plusieurs mois d'enquête, 93 élèves sous-officiers, reconnus comme étant les meneurs, instigateurs ou des éléments ayant abandonné leur poste, ont été radiés des effectifs de l'école nationale des sous-officiers de gendarmerie dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Coronavirus au Maroc, la menace d'un retour au confinement plane sur la zone 1. La 2e phase du plan d'allègement qui entre en vigueur le 24 juin à minuit est toujours d'actualité malgré le record de 539 nouvelles contaminations vendredi. Mais en cas d'apparition d'un foyer de contamination inquiétant, un retour aux restrictions sanitaires dans les villes concernées n'est pas exclu. La correspondance de Khadim Baye. Hélas, la Covid-19 est toujours là, jouant à cache-cache avec les mesures barrières. Le Maroc, qui se dirige vers un déconfinement d'une grande ampleur à partir du 24 juin, a recensé vendredi 539 nouveaux cas de contamination après la découverte d'un grand foyer de transmission dans une usine au centre du pays. Il s'agit du bilan quotidien le plus élevé dans le royaume depuis l'annonce du premier cas début mars. Jusqu'ici, le Maroc a enregistré quotidiennement moins d'une centaine de cas en moyenne. Les employés contaminés ont été admis dimanche dans un hôpital de campagne d'une capacité de 700 malades. Dans la même foulée, les autorités appellent à respecter strictement les mesures sanitaires avant de laisser planer la menace d'un possible retour au confinement dans les provinces ou communes qui seront nouvellement touchées par la Covid. Khadim Baye, Casablanca, Radio Futur Média. Et c'est la fin, Souleymane, de ce tour d'horizon de l'actu inter. Merci Georges Déthié Diop, il est 12h26. RFM, partout, tout le temps. Tout le temps.
Accueillons à présent Anna Rocha pour Core News, l'actualité de la pandémie à Covid-19 à travers. Journée record hier dimanche avec plus de 183 000 nouvelles infections recensées en 24 heures à travers le monde selon l'Organisation mondiale de la santé. La majorité de ces nouveaux cas a été recensée sur le continent américain, soit 116 000. Le dernier bilan de la pandémie fait donc état de près de 9 millions de contaminations et 461 000 morts. Le berceau de la pandémie, la Chine, craint toujours une deuxième vague d'épidémie. Depuis une semaine, les nouvelles contaminations s'accélèrent. 22 cas dimanche, dont 18 à Pékin et 26 cas aujourd'hui. Une situation qui a poussé les autorités chinoises à prendre de nouvelles mesures de restriction. Elles ont aussi décidé de procéder à un dépistage massif de la population, plus de 2 millions de tests. La Chine est donc actuellement à 220 contaminations de plus. Aux États-Unis, le nombre de décès liés à la maladie est en baisse ce lundi par rapport à la veille. 305 morts contre 568. Au Brésil, la situation est toujours aussi inquiétante. 641 morts recensés en 24 heures selon le bilan disponible ce lundi. Le nouveau coronavirus y a déjà fait plus de 50 000 victimes pour un peu plus d'1 million de cas d'infection. En Afrique, selon le dernier point du Centre africain de prévention et de contrôle des maladies établi hier dimanche, 297 934 cas ont été confirmés jusqu'ici. Un peu plus de 143 000 guérisons et près de 8 000 décès. L'Afrique du Sud, pays le plus touché du continent, est proche de la barre des 100 000 contaminations. Dans la région Afrique, le Bénin inquiète. Selon RFI, il y a une forte hausse des cas. 400 malades de plus en l'espace de 15 jours et 5 décès. Le Bénin est désormais à 765 cas et 13 décès. Cotonou est l'un des départements les plus touchés et toujours selon Radio France Internationale qui cite des sources sanitaires et politiques, cette flambée soudaine de nouveaux cas s'explique par le dépistage massif qui est en cours, mais aussi par un relâchement des mesures contre le virus. La RDC en tout cas a décidé, elle, de prolonger son état d'urgence de 15 jours. L'Afrique australe dépasse maintenant l'Afrique du Nord en termes de nombre de cas positifs recensés. L'Afrique de l'Ouest est la 3e région la plus affectée, selon le CDC. RFM, la presse du jour. La presse de ce lundi 22 juin 2020, lue et commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. La pandémie du coronavirus, la macabre progression. Week-end au bilan lourd, écrit Vox Populi, 249 nouvelles infections, 21 cas graves et 5 décès. En tout, 24 morts en 7 jours, résume Libération. Week-end contagieux et mortel, constate du coup le journal Source A. Un médecin de l'ordre alerte dans Sud Quotidien. Il s'agit du docteur Fallou Samb. Selon lui, on risque d'arriver à un point de non-retour. Le Soleil se projette, nouveau scénario, le pic finalement attendu en juillet 2020. L'éradication entre mars et avril de l'année prochaine, c'est l'économie d'une récente étude qui a modélisé l'épidémie au Sénégal selon toujours le Soleil. En attendant, le journal Observateur égaye ses lecteurs à de croustillantes anecdotes sur les malades du coronavirus. Un patient demande: docteur, est-ce que je peux avoir de la bière bien glacée? Un autre de dire: je veux rentrer chez moi, ma femme me manque. Fin de citation. Le manque d'eau, la pénurie du liquide précieux à Dakar. Vox Populi constate que les populations de Dakar et de Rufisque sont au bord de la crise des nerfs et de la révolte. Reportage du journal dans quelques localités de la capitale. Les parcelles assainies HLM Grand Yoff, Rufisque, Bargny. L'offre en eau étant inférieure à la demande, nécessairement des quartiers vont souffrir, explique le ministre de l'eau et de l'assainissement, Serim Baïkam, qui pense que c'est faire un mauvais procès à la CNE que de dire qu'elle a échoué. Le Sénégal a-t-il échoué à éclairer la lanterne des citoyens sur l'affaire Petro-Tim? Passé présent, l'observateur déterre ce matin, en tout cas, l'affaire, ça fait un an pile que le lièvre a été
levée par nos confrères de la BBC Aliou Sall. Enquête d'oubli, chronique d'une sale affaire de pétrole et d'argent, écrit le confrère. Selon l'Observateur, le réquisitoire définitif de Serigne Bassirou Gueye, le procureur de la République toujours attendu. Les sociétés politiques et civiles s'insurgent pour Fatou Diop Blondin de Aar Lu Ñu Bokk. Ce n'est pas ce régime-là qui va tirer cette affaire au clair. Tout ou tard, la lumière sera faite sur l'affaire Petrotim, se résigne Mamadou Lamine Diallo. Le débat sur les vestiges du colonialisme, statue, avenue, rue, boulevard, beaucoup de citoyens n'en veulent plus. Sans lui, la colère ne retombe pas contre la statue de Faidherbe. Les membres du collectif Faidherbe va tomber manifeste, certains d'entre eux arrêtés avant d'être libérés. Ces défenseurs, selon Sud Quotidien, ne comptent pas retirer la statue de force. On explique que certes Faidherbe a colonisé le Sénégal dans des conditions très violentes, tuant et brûlant des villages entiers, mais à la fin de sa carrière, Louis Faidherbe a fini sénateur socialiste du Nord qui avait préservé aussi la région de l'invasion prussienne en 1970. Selon le journal Le Quotidien, c'est le symbole d'une décolonisation inachevée à Saint-Louis et à Rufisque. Augustin Senghor, le maire de Gorée, lui veut garder intactes ses rues. Quant à Aliou Ndoye, le maire de Plateau, il souhaite un débat sur la question. En voilà un qui n'attend pas le débat sur une éventuelle troisième candidature du président Sall et qui balise le chemin au chef de l'État. Pape Samba Mboup confie aux confrères de l'AS que si Macky veut se présenter, rien ne peut l'empêcher d'avoir un troisième mandat. Cette présumée affaire de meurtre qui frappe encore Cheikh Yérim Seck, le journal Enquête note que le journaliste est convoqué ce matin à la section de recherche de la gendarmerie, non pas pour l'affaire Bati Plus, pour laquelle il est sous contrôle judiciaire, mais pour une sombre affaire d'avortement. 3 personnes ont déjà été arrêtées, un infirmier, la mineure et son ami. Le journal se demande s'il s'agit d'un présumé avortement ou d'un règlement de compte. Et puis sport, Premier League, reprise des Lions, Sadio Mané, Ismaël Sarr, affûté, Kouyaté, très solide. Mané a été le meilleur de Liverpool accroché à Everton. Ismaël Sarr fait des misères à la défense, Leicester. Kouyaté et Crystal Palace tout proche de l'Europe, nous dit encore ce journal. Dans le journal Record, Sadio Mané, nous le retrouvons. Le journal nous dit que cela va faire bientôt 9 mois que Sadio Mané a reçu une offre de prolongation, mais il semblerait que le Sénégalais traîne les pieds pour concrétiser cette volonté de Liverpool. Selon The Sun, Jürgen Klopp craindrait un départ de la star sénégalaise dès cet été. Bonne lecture à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h et bientôt 35 minutes, ou 12h34 minutes. Bienvenue à Point de vue. Le thème du jour est une question. Faut-il remettre en place les mesures de restriction au regard de l'évolution actuelle de l'épidémie de Covid-19 en termes de nombre de cas et de nombre de décès? Pour répondre à cette question, nous serons avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé. Docteur Ndiaye, bonjour. Bonjour Souleymane. Nous serons également tout à l'heure avec M. Seydina Aliou Boli, spécialiste en crise complexe. Nous espérons l'avoir au cours de ce débat. Mais d'abord, docteur Mamadou Ndiaye, l'option du retour des mesures restrictives pour arrêter la propagation de l'épidémie à Covid-19, est-ce une option que vous êtes en train de discuter actuellement au niveau du ministère de la Santé et du comité de gestion des épidémies, la structure qui est chargée de la riposte? Merci beaucoup Souleymane, merci à Dr Boli également. En tout cas, jusqu'au moment où je vous parle, cette option n'est pas une option qui est sur la table du Comité national de gestion des épidémies. Mais également, je considère également que c'est une option qu'il ne faudra pour l'instant pas envisager, encore une fois, parce qu'il me semble que les mesures actuelles qui sont prises doivent être consolidées, aller dans le cadre du déconfinement, mais bien sûr en impliquant fortement la communauté. Le Sénégal, en tout cas, la recommandation essentielle, c'est d'aller vers un engagement communautaire
de la lutte contre la COVID-19 est que la communauté soit fortement impliquée, qu'elle comprenne le pourquoi et le comment, et qu'elle prenne le taureau par les cornes, et qu'elle comprenne, et non peut-être une espèce de contrainte par rapport à un retour éventuel de mesures un peu contraignantes. Mais docteur Ndiaye, dans ce contrat, qu'on pourrait qualifier de synalagmatique dans le sens où chaque parti a des responsabilités, les pouvoirs publics ont, fait ce qui devait être fait de leur côté. Il reste que la population s'est complètement relâchée par rapport aux mesures barrières. Alors, est-ce que vous ne craignez pas que dans ces conditions-là, non pas qu'on soit obligé de revenir aux mesures de restriction, mais que la pandémie prenne une ampleur qui soit, insurmontable? Oui, c'est à craindre, mais je pense également que l'État a pris des mesures énergiques pour faire respecter les mesures au début, mais je pense également qu'il ne faut pas désespérer, que l'État peut également se donner les moyens, notamment pas dans le sens d'aller vers une contrainte, etc., mais surtout des moyens de convaincre, parce que actuellement, il est question de convaincre la communauté par rapport à ces mesures, par rapport à l'importance. Je pense que la communication ne sera jamais de trop, elle ne sera jamais suffisante. Et que les informations ou bien les résultats qu'on obtient à travers la communication ne sont jamais des mesures, en tout cas des situations qui seront durables. Ce sont des situations qu'il faudra toujours entretenir. Je pense qu'actuellement, il faut qu'on mette l'accent sur l'implication de la communauté, que l'État encore mette plus de moyens dans le cadre de la communication, que les agents de santé également se mettent dans la communication, les autorités administratives, les autorités politiques, les médias, que tout le monde, et que vraiment les relais communautaires, notamment tous ceux qui sont en tout cas les acteurs communautaires, soient impliqués et comprennent exactement que l'enjeu en réalité, c'est un enjeu auquel il faudra qu'il s'implique et qu'il faudra qu'il s'implique fortement pour pouvoir, en tout cas, endiguer tous les facteurs qui peuvent expliquer ou en tout cas faciliter ou aggraver la circulation de ce virus qui est quand même assez terrible. Nous reviendrons à vous tout à l'heure. Je voudrais introduire Seydina Aliou Boli, spécialiste en crise complexe. Monsieur Boli, bonjour. Oui, bonjour, Suleiman. Alors, nous savons que vous avez une vaste expérience dans des situations de crise sanitaire, notamment par rapport à l'épidémie d'Ebola qu'il y a eu dans les années 2014-2015 en Afrique de l'Ouest. Est-ce que, dans votre souvenir, il est arrivé que des mesures de restriction, de confinement, notamment dans ces contextes-là, soient remises en place après que l'épidémie ait pris une ampleur qui dépasse un peu les limites supportables par les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez souvenance de ce genre de situation? Et en théorie, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé dans le contexte qui nous concerne aujourd'hui, le contexte de l'épidémie à Covid-19 au Sénégal? Oui, alors justement, vous faites bien de nous renvoyer à la riposte contre Ebola entre 2014 et 2016. Il est à souligner que la situation avait été pire en termes d'engagement communautaire, d'adhésion, du respect par la population des mesures de prévention et de contrôle de la circulation du virus Ebola à l'époque. Mais nous avons réussi à arriver à stopper la circulation du virus et même à gagner, à vaincre Ebola. La même chose pourrait être faite ici. D'abord, il y a une chose, Suleiman, qu'il faut absolument souligner. Je ne sais pas si on le sait aussi, j'ignore si on l'a suffisamment dit. Il y a énormément d'expertise sénégalaise en matière d'engagement communautaire qui ont fait Ebola en Guinée, qui ont fait Ebola en République démocratique du Congo et qui ont eu à faire face à ce genre de problématiques. Je pense notamment, par exemple, à quelqu'un comme le professeur Sylvain Ndiaye. Je pense au professeur Nian,
c'est des socio-anthropologues qui ont vaincu, en tout cas qui ont gagné la bataille de l'engagement communautaire aux côtés des autres partenaires que nous étions, dans des moments les plus extraordinaires. On ne pouvait pas imaginer. Vous savez que les gens nous attendaient avec des coupes ou avec des fusils quand on allait dans les communautés pour essayer d'isoler les cas qui sont suspects. Alors, pour moi, il faut d'abord... Mais quelles sont les recettes du succès on sait que certains d'entre eux, vous évoquiez tout à l'heure le cas du professeur Niang, qui, me semble-t-il, est associé dans la riposte quand même à l'épidémie de Covid-19 ici au Sénégal. Oui, il faut savoir aussi que les choses ne vont pas aller très vite. Malheureusement, quand on met en place des programmes d'engagement communautaire, malheureusement, il y a un timing qu'il faut respecter. Ce n'est pas comme les confinements sur 3 semaines qu'on essaie de couper la circulation du virus. Mais je pense que le professeur Sylvain Ndiaye en particulier a fait d'excellents travaux sur comment, qui peuvent être répliqués ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Moi, j'identifie 2 problèmes. On n'arrive pas à gérer la jeunesse. Parce que tout le problème aujourd'hui, on sait que c'est les jeunes qui peuvent amener la maladie à la maison et contaminer les plus âgés. Et deuxième aspect, on n'arrive pas à inclure de manière, en tout cas suffisamment efficiente à mon sens, les leaders religieux qui ont un pouvoir extraordinaire sur la population. Ces 2 secteurs-là, tant qu'on n'arrive pas à en faire des alliés de la riposte, à en faire des acteurs de la riposte, ma foi, la problématique risque de durer. Parce que la crise, elle est sanitaire, on le sait, mais la riposte va être communautaire. Elle va être communautaire comment? À travers l'engagement communautaire. Qui va faire l'engagement communautaire? Ce sont des gens comme le professeur Sylvain Ndiaye, ce sont les dépositaires de pouvoir légitimes, comme les leaders religieux, mais c'est aussi cette jeunesse qui est déviante, parce qu'aujourd'hui, c'est celle-là qui devrait être en pointe dans la lutte, mais c'est celle-là qu'on retrouve dans les plages, c'est celle-là qu'on retrouve partout, sans masque, dans les rues, en train de boire du thé, etc. Alors, Seydina Aliou Boli, avant de revenir au docteur Mamadou Ndiaye, si je vous entends bien, selon vous, ce n'est pas une bonne idée de ramener les mesures restrictives, si j'ai bien compris votre point de vue, et il faut s'allier davantage les leaders religieux. Or, en ce qui concerne ces leaders religieux, en tout cas pour certains parmi eux qui sont parmi les plus influents, le discours qu'on entend, c'est que il n'y a rien à faire, c'est presque une malédiction de Dieu et qu'il faut attendre simplement que Dieu veuille bien nous enlever cette malédiction. Quel message clé envoyer à ces alliés naturels pour qu'ils s'associent davantage au combat et qu'ils prennent à leur compte les messages clés qu'on veut faire entendre à toutes les catégories de la population, notamment les jeunes? Alors, il sera difficile à travers la radio de le faire, parce que l'engagement communautaire, c'est quand même très technique. Il y a énormément de problématiques internes. Les socio-anthropologues doivent mettre en place des approches pour pouvoir justement engager ces leaders-là, etc. Et donc, je pense qu'ils m'entendent. C'est bien si le professeur Nia est impliqué dans la riposte, mais je pense que moi j'invite tous les gens qui sont aujourd'hui préoccupés à aller sur Internet, aller lire les travaux du professeur Sylvain Ndiaye sur l'engagement communautaire, sur comment il a vaincu avec nous tous, toute l'équipe qui était là-bas, comment nous avons vaincu Ebola. C'est tout à fait possible. Maintenant, plus particulièrement par rapport aux leaders d'opinion ou les personnes d'influence. À mon avis, moi, je pense que les socio-anthropologues ont la solution. C'est trop long à expliquer ici à travers la radio, mais il y a une solution. Moi, je refuse la fatalité comme quoi il n'y a pas de solution. Et enfin, je veux dire que pour moi, c'est techniquement et raisonnablement pas possible de revenir à des mesures de restriction strictes comme on en avait mis en place en mars et avril. C'est plus possible. On peut pas demander aux gens de rester à la maison. Reconfiner. Non, c'est plus possible. Très bien. Maintenant, voyons, puisqu'il s'agit de vivre avec le virus jusqu'à arriver à le vaincre, mais pendant ce temps-là, faisons un focus fort sur l'engagement communautaire. Il y a des experts de la question. Encore une fois, je le répète, le professeur Sylvain Ndiaye en est un, le professeur Nia en est un. Nous avons tous travaillé ensemble pendant 2 ans dans des conditions atroces, quasiment de guerre civile en Guinée et même en RDC. Nous avons eu la même chose l'année dernière en RDC. C'était pas seulement la communauté qui refusait de recevoir la riposte, mais il y avait même les groupes armés. Et on a dû mettre en place des stratégies qui ont pu payer dans 99% des cas. Le problème, c'est que les gens qui n'adhèrent pas, la plupart du temps, c'est qu'ils ne comprennent pas.
Et malheureusement, il y a un agrégat de gens qui n'ont compris. Et ça fait qu'en fait, il y a une insouciance collective qui caractérise en fait la population sénégalaise face à cette riposte. Moi, quand je regarde ce qui se passe au Brésil, Souleymane, je suis ahuri et je me mets sur mon balcon et je regarde en bas les jeunes qui sont assis en train de faire du thé, en train de s'enlacer, de se prendre la main, jusqu'à présent, après presque 4 mois de riposte. Merci. Et ces mêmes jeunes regardent la télé, voient ce qui se passe ailleurs, ce que le virus fait ailleurs. Très bien. Merci beaucoup à vous, Seydina Aliou Boli. Vous faites bien de citer le Brésil. Ça me permet de dire que justement la situation que nous vivons au Sénégal n'est pas propre ni au Sénégal ni à l'Afrique. Il me semble que c'est une situation généralisée. Il y a un degré d'inconscience et d'insouciance presque normal sous toutes les tropiques. Le dernier mot, docteur Mamadou Ndiaye, un mot de réaction à ce que vient de dire Seydina Aliou Boli. On vous a bien entendu. Il y a beaucoup de communication, mais ça ne suffit pas. Il faudra encore communiquer davantage, s'allier davantage les leaders d'opinion. Mais il évoque également la nécessité de s'attacher les services de tous les spécialistes, notamment ceux qui ont eu une expérience pertinente avec l'épidémie à Ebola en Afrique de l'Ouest et en RDC. Où est-ce que vous en êtes? Quel niveau de coordination des efforts de communication communautaire, Dr Ndiaye? Merci beaucoup. Je salue également ce que vient de dire Dr Boli. Exact, comme je l'ai dit déjà tout le début. J'ai dit que effectivement cette lutte, il faudra donc un engagement communautaire. Vous savez qu'une épidémie, on ne soigne pas les individus. Dans une épidémie, c'est la communauté qu'on soigne, en réalité. C'est la communauté qui est malade. Donc, dans l'épidémie, c'est quand toute la population, ou presque une grande partie de la population est atteinte. Donc, la question s'adresse à la communauté. On ne s'intéresse pas aux individus en tant que tels. Donc, l'engagement communautaire a été au cœur de ce qu'on dit. Et aujourd'hui, même si vous prenez au Sénégal, vous voyez, le département de Dakar concentre l'essentiel, près de 70 à 80% des cas. Et donc là, le cœur de la bataille, engagement communautaire a été donc entamé avec les leaders, en tout cas politiques, les leaders administratifs, notamment les préfets, les gouverneurs, les sous-préfets, l'ensemble des agents, les acteurs communautaires. Effectivement, c'est là où on doit aller. Mais également dans le Comité national de gestion des épidémies, il y a également des anthropologues qui sont là-dedans, qui en font partie et qui donnent également leur expertise. C'est donc effectivement ce qu'il dit. Nous devons nous concentrer au niveau du tissu social du Sénégal pour faire entendre les messages clés qu'il faut, pour essayer de renverser la tendance et convaincre tout le monde à ce que les messages clés soient vulgarisés et que les gens évitent cette maladie. Mais seulement pour dire également, c'est important de savoir aussi qu'on n'a jamais la panacée avec ce qui a réussi quelque part, etc. Non. C'est des expériences tirées, des leçons tirées. Ebola n'est pas comme Covid. Dans la Covid-19, vous avez ici 80% de personnes asymptomatiques. Ce que vous ne rencontrez pas dans Ebola. N'est-ce pas? Il y a également que le mode de transmission, Ebola n'a pas voyagé. Ebola n'est pas voyageur, en réalité. Ebola n'est pas voyageur. Les gens prennent... La Covid-19 voyage, les gens prennent les avions, les routes, etc. Ceux qui ont Ebola ne peuvent pas voyager ou voyagent exceptionnellement parce qu'ils sont malades. Ici, nous avons près de 70% d'asymptomatiques. Voilà donc, Souleymane. Quelques différences qui font qu'on peut tirer des leçons sans appliquer stratégie pour stratégie. Il faudra tirer les leçons avec sérénité et regarder cette situation en face également, la regarder avec froid, l'analyser et voir sous quel angle l'attaquer. Donc, c'est un certain nombre d'éléments. Tous les éléments se tiennent. Il faudra, mais il n'y a pas de panacée aujourd'hui qui est là, qui va permettre de régler définitivement la question. On vous a bien compris. Merci à tous les deux. Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé, et Seydina Aliou Boli, spécialiste en crise complexe. À 12h50, c'est la fin de cette grande édition du Grand Journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé et qui m'a aidé à vous la présenter. À 13h, retrouvez Pape Ndiaye pour la principale édition de la mi-journée en Wolof. Tout de suite, Allo Présidence. Excellente suite des programmes sur la RFM. Au revoir.